Bienvenue dans cette édition de Dialogue avec. Nous sommes vendredi 15 mars. Nous recevons aujourd'hui Madame Karine Djoko. Bonsoir. Bonsoir Madame Karine, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Alors, nous reviendrons vers vous un peu plus tard, juste le temps que je salue tous ceux qui nous suivent à travers Twitter, à travers Facebook, Instagram, etc. Je salue aussi le professeur Chango qui est là. Il interviendra de Paris, à partir de Paris. Bonsoir, bonsoir prof. Bonsoir Patricia, bonsoir à Karine aussi, merci. Bonsoir. Super, super. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous le prof Yvon Mouya qui est basé au Canada. Si je ne me trompe pas, il est à Ottawa. Bonsoir. C'est exact, Patricia, bonsoir. Je suis bonjour pour les Canadiens. Bonjour à tous les deux professeurs qui sont avec nous. Super, super. Merci d'être là. Je suis sûre que ça va être une émission très intéressante. Alors, quand j'ai lu la bio de professeur Karine Djoko, je me suis dit qu'on va essayer d'avoir une conversation, mais que, comme d'habitude, avec Dialogue avec, on essaiera de mettre encore la barre de la conversation encore plus haute, parce que j'ai vraiment été impressionnée par le niveau de choses dans lesquelles Madame Karine est intégrée, son travail, son niveau d'études, etc. Et ça va aussi dans le sens du mois de la femme, des droits internationaux de la femme, etc. Donc, je vais laisser professeur Karine, qu'elle puisse se présenter, en tout cas dans le cadre professionnel, qu'elle puisse nous parler un petit peu de ce qu'elle fait en ce moment. Et après, on pourra rebondir sur une série de questions. Très bien, merci beaucoup Madame Patricia pour la parole et encore merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Karine Djoko, je suis née à Kisantu, dans le Congo central, et à l'âge de 7 ans, en fait, j'ai quitté le Congo, donc mes parents ont quitté le Congo pour s'installer en Europe. Donc, j'ai évolué en Belgique pendant 2 ans et après en Suisse. Donc, en Suisse, j'ai fait des études de chimie à l'université de Neuchâtel et puis une thèse de doctorat en chimie analytique liée aux produits naturels et aux fluides biologiques à l'université de Lausanne. Donc là, j'étais quand même assez fière pour une Congolaise d'obtenir le prix de la meilleure thèse en chimie analytique en Suisse. Donc, c'était vraiment pour moi une fierté de représenter la femme congolaise dans ce domaine-là. Et après, j'ai fait un postdoc à l'université de Copenhague. Et après, je suis revenue en Suisse pour occuper le poste de chef du service analytique du département de pharmacie de l'université de Lausanne et puis après à Genève. J'ai fait ce travail-là pendant 12 ans. Donc, c'était un travail de recherche, un travail de relation également avec les industries parce qu'on servait aussi d'entité de service pour des solutions analytiques données à des industries. Donc, j'ai collaboré avec plusieurs industries comme Nestlé, les grandes industries pharmaceutiques suisses, Novartis, Nestlé, Roche, également brésilienne, Bayer, etc. Et donc, en 2009, j'ai été invitée à Kinshasa pour un atelier dans le cadre d'un congrès en produits naturels organisé à Kinshasa. Et là, j'ai rencontré 2 professeurs de chimie, le professeur Virima Mudogo, qui est donc le chimiste, il est chimiste de l'université de Kinshasa, et puis également le professeur Brinkmann, Gerhard Brinkmann, qui est aussi un professeur de chimie analytique et de produits naturels de l'université de Würzburg en Allemagne. Et eux avaient commencé un programme de bourse d'excellence depuis 2008 à l'université de Kinshasa, où ils donnaient des bourses à
4 étudiants congolais pour devenir professeurs d'université. Et j'ai vu leur passion, leur implication, et ils m'ont emmenée dans l'aventure. Et donc, j'ai commencé cette aventure en 2009. Je veux dire bénévolement, c'était vraiment bénévolement jusqu'en 2012. Donc, j'alliais mon travail à Genève et également ce travail-là, qui consistait en fait à venir au Congo, sélectionner des boursiers, faire des interviews, après les suivre au niveau de leur mentorat pendant toute l'année, et puis également trouver des financements parce que voilà, il fallait trouver des bourses. Donc au début, on a donné vraiment de notre poche. Mais après, le système a beaucoup grandi et en 2010, on a rencontré une fondation allemande. Donc, il fallait demander de l'argent, écrire des projets, etc. Et en 2012, le projet a grandi énormément et la fondation, en fait, m'a demandé si je voulais m'en occuper en tant que directrice. Et voilà, donc c'était vraiment une décision très importante à prendre. Parce que ça devenait vraiment très compliqué de lier les deux activités à Genève et puis au Congo. J'ai pris la décision d'arrêter mes activités à l'Université de Genève. J'avais encore continué avec un cours au niveau doctoral pendant quelques années, mais après, j'ai complètement arrêté et d'être complètement dans ce travail-là. En 2012, et puis en 2015, j'ai été nommée professeure à l'université de Lubumbashi, au département de chimie de la faculté des sciences. Donc, j'ai aussi intégré l'université de Lubumbashi en tant que professeure. Donc, voilà, je suis dans ces activités-là principalement, entre Lubumbashi avec les cours, entre le programme de bourse. Et bon, il y a aussi d'autres activités autour où je suis membre, par exemple, d'un think tank au niveau de la communauté européenne. C'est un think tank qui se dénomme High Level Group for Africa and Europe Partnership, où je suis très contente de pouvoir emmener en fait une sorte de changement de paradigme, de vision et de narration de l'Afrique actuelle, et que l'Europe puisse s'emparer de cette nouvelle vision de l'Afrique et des Africains surtout. Merci. Voilà. Donc, non, pour ne pas vous laisser parler trop longtemps, parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, mais j'ai une petite question juste pour revenir sur le programme de renforcement de capacité dans l'enseignement supérieur au Congo. En fait, comment vous naviguez entre, en tout cas professionnellement, hein, entre le rythme de travail en Suisse et le rythme de travail au Congo? Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans le cadre universitaire au Congo, parce que moi, j'ai fait toutes mes études universitaires et supérieures en Europe. Donc, comment est-ce que vous naviguez ça? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, par rapport toujours à ce projet-ci, est-ce que, comme on n'a pas beaucoup de femmes dans le monde scientifique au Congo, est-ce que vous privilégiez des candidatures féminines, ou alors comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là en fait? Quel est votre rôle exactement? D'accord. Alors, ce que je peux dire par rapport à votre première question, l'organisation. Il faut être organisé. C'est-à-dire que le programme de bourse me demande de circuler en tout cas dans 8 provinces au Congo, parce que le programme est implanté dans 14 universités congolaises et dans 8 provinces. Donc, je circule dans ces 8 provinces pour aller recruter des boursiers. C'est un processus qui est très bien établi maintenant, c'est-à-dire qu'on fait des appels à candidature, on reçoit les dossiers, on trie les dossiers, et puis après, on fait des interviews face-to-face, donc vraiment face à face, au tableau,
pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on veut juger nous-mêmes les candidats, on veut sélectionner nous-mêmes, on ne veut pas que ça passe par un système universitaire, mais c'est nous qui le faisons. Donc, on sait les personnes et les qualités de ces personnes qu'on aura dans le programme. Donc, beaucoup d'organisations. Après, il y a les organisations de cours. Ben, les cours, voilà, ce n'est pas toute l'année. Donc, il y a une période où on donne des cours. Il y a une période où on donne des examens. Et maintenant aussi, à l'Université de Lubumbashi, j'ai formé 2 assistants. Donc, ces assistants sont là également pour pouvoir donner des exercices, c'est-à-dire suivre quand je ne suis pas sur place. De toute façon, ce sont des assistants qui le suivent. Donc, voilà, ça c'est voilà, l'organisation. J'ai aussi une famille. Voilà, donc il faut jongler avec tout ça. Donc, c'est vraiment une organisation. En ce qui concerne les femmes, effectivement, bon, c'est dans le monde qu'il y a très peu de femmes en sciences, mais encore moins au Congo. La plupart des femmes, surtout celles qui sont profs au Congo, sont surtout en faculté de médecine. Il y en a pas mal. Mais il faut savoir qu'il y a 10% de femmes professeurs au Congo. Donc, c'est très peu, en fait. C'est très peu. Et puis, elles arrivent quand même maintenant à un certain âge. Pas seulement elles, mais tous les professeurs du Congo arrivent à un certain âge. Donc, il faut absolument un renouvellement de cette classe académique. Et dans notre programme de bourse, nous avons remarqué qu'au début, effectivement, on avait très peu de filles qui déposaient des dossiers. Ce qu'on a fait, on a ouvert le programme aux écoles secondaires. Donc, on a 11 écoles secondaires avec lesquelles nous travaillons pour pouvoir recruter les filles beaucoup plus tôt, c'est-à-dire vraiment à la base, et les emmener par l'interaction avec non seulement les autres filles qui sont déjà à l'université, mais également avec des garçons pour qu'elles puissent déjà se projeter très tôt déjà dans une future carrière de scientifique. Et j'avoue que ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'avant, nous avions des filles qui allaient surtout vers la médecine, voilà, traditionnellement, et puis c'est aussi les parents qui influencent beaucoup. Mais là, nous avons des filles qui sont en mathématiques, nous avons des filles qui sont en physique, en ingénierie, en chimie, bien sûr, et ça, c'est très réjouissant. Donc, on peut, dans un tel programme, on peut vraiment booster la représentativité féminine et leur donner cette envie de poursuivre une carrière scientifique. Ouais, voilà. Excellent. C'est vraiment ce que j'avais envie d'entendre, qu'il y a des incitations, que vous poussez en fait et que vous recrutez les jeunes filles à un jeune âge, assez tôt pour qu'elles puissent s'intéresser à la science, à la chimie, etc. Donc, c'est quelque chose de très bien. Professeur Alfred, est-ce que vous avez une question après avoir entendu la présentation de Madame Karine? Oui, d'accord. D'abord, la saluer de nouveau. Et puis, parce qu'on s'était déjà vu parler dans l'ancienne formule de Space. Et donc, c'est toujours avec joie que je la retrouve, je la revois là. Et je salue naturellement le travail qu'elle fait à Lubumbashi. Et le problème de choix des étudiants qui doivent suivre cette prudence pour éviter justement ce qui se passe souvent au Congo. Je ne sais pas si elle a remarqué, où il y a des formes de favoritisme, de la médiocrité, qui font effectivement, quand on reçoit certains dossiers, même ici, on s'aperçoit que c'est catastrophique parce que les élèves ou les candidats n'arrivent pas à se défendre comme tels. Évidemment, il y a des perles qu'on trouve aussi. Et donc, le dispositif qu'ils mettent en place, il est très intéressant. Et moi, ma question, elle est très simple. C'est une fois les boursiers ou les boursières partis,
est-ce qu'ils, elles reviennent au Congo? Et quand ils ou elles reviennent au Congo, qu'est-ce qu'ils, elles deviennent? D'accord, merci beaucoup pour la question. Bien sûr, ça c'est une question cruciale, hein. Alors, nous avons réussi, je pense, à donner un esprit à ce programme de bourse. C'est pas seulement, voilà, on donne des bourses, vous poursuivez vos études, etc. Nous avons des séminaires, nous avons aussi une plateforme scientifique où on invite des scientifiques congolais, mais aussi de l'extérieur, pour des présentations, des échanges, etc., avec les jeunes, aussi pour montrer des modèles, pour aussi parler de la réintégration, justement, au pays. Et nous, ce projet, on le porte tous. C'est pas mon projet. C'est pas le projet, parce que, voilà, il n'y a pas que moi, hein. Nous sommes toute une organisation avec des professeurs en Allemagne, au Congo également, et ici en Suisse. Et il y a une ONG derrière où on a quand même 3000 membres, hein, 3000 membres avec des prix Nobel qui portent aussi ce projet. C'est très intéressant. Et puis environ 55 pays représentés dans cette ONG. Donc on le porte tous, hein. C'est vraiment un projet commun et les boursiers le savent aussi. C'est aussi leur projet. C'est-à-dire que c'est leur avenir, c'est notre pays, c'est notre projet à tous. Donc on doit tous y travailler, c'est-à-dire que chacun à son niveau a un rôle à jouer. Moi, voilà, c'est donner la qualité de ce programme, trouver l'argent, leur donner également les directions scientifiques dans l'entreprise de leurs études. Eux, ben voilà, ils doivent étudier, ils doivent faire leur carrière, mais également ils doivent retourner. C'est une condition. C'est une condition qui signe. Voilà. D'accord. Alors, donc, ils sont partie prenante de ce projet où ils s'engagent à retourner. Retourner, c'est extrêmement compliqué, difficile avec notre pays. Mais je veux dire, c'est aussi difficile ailleurs. Hein. Ce n'est pas seulement notre pays, c'est difficile aussi ailleurs. Hein. Je veux dire, devenir professeur en Suisse, ben, il faut attendre que celui qui est en place meure pour accéder à un poste. Les postes, il y en a très peu en fin de compte. Mais les postes chez nous, il y en a. Oui. Au Congo, les postes, il y en a. Si on veut construire une recherche, si on ne veut pas forcément rester à l'UNIKIN, parce que l'UNIKIN, voilà, il y a une pléthore de profs. C'est ça. Il y a la possibilité de s'insérer. Là où c'est difficile, c'est lorsqu'on revient. Et ça, c'est une chance. Lorsqu'on revient au Congo avec une thèse de doctorat, on peut déposer son dossier et après un certain temps, on peut être nommé prof. C'est quand même incroyable. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Vous êtes peut-être tenure track pendant 5 ans. Vous êtes peut-être professeur boursier, ça existe ici en Suisse pendant 5 ans. Et après, à un moment donné, vous êtes nommé prof. Au Congo, vous avez cette chance d'être nommé prof. C'est une chance, mais après, il y a toute la machine administrative qui est difficile. C'est-à-dire que vous pouvez être nommé prof après 5 mois, parce qu'on a des boursiers qui ont été nommés prof après 5 mois, mais après, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas payé pendant une année et demie. C'est ce qu'on appelle la mécanisation. Et cette mécanisation prend énormément de temps. Nous, ce que nous avons instauré, c'est une bourse de rentrée. D'accord. C'est une bourse de rentrée. Elle existe. Elle n'est pas énorme, mais elle a le mérite d'exister, qui leur permet de pallier quand même à ce déficit financier jusqu'au moment où ils sont mécanisés. Voilà. Et surtout, ce que nous avons inculqué à ces boursiers, c'est de
d'écrire des projets de recherche, de lever de l'argent, de ne pas attendre forcément d'avoir de l'argent de l'État, mais de lever de l'argent pour pouvoir débuter leur recherche au Congo. Et ça fonctionne très bien. Nous avons des boursiers incroyables aujourd'hui qui lèvent $1 million de projets de recherche au Congo. Wow. Si vous allez voir le professeur Hippolyte Mavoko-Mowindo à l'université de Kinshasa, en médecine, il lève beaucoup d'argent. Il est dans plusieurs consortiums européens, africains, etc. Et il lève de l'argent. C'est la même chose avec la professeure Vivi Maketa, qui vient d'obtenir d'ailleurs le prix d'excellence en sciences de la firme de la compagnie pharmaceutique Bayer. J'étais en Allemagne là, il y a quelques semaines pour la cérémonie. Donc, tous nos boursiers voient ces exemples, ces bons exemples, et se disent que c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et lorsque je discute avec eux, on se rend compte que les possibilités sont réelles en Afrique, au Congo. Les possibilités sont là. Mais effectivement, les mécanismes sont difficiles. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ont toute l'organisation derrière eux. Ils ont déjà les anciens qui sont maintenant intégrés dans les universités congolaises, qui travaillent, qui sont là pour les épauler. Donc, c'est un processus, donc ce programme de bourse est un processus qui est assez long, vous voyez, école secondaire jusqu'à ce qu'on devienne prof, c'est long. Quand on est en médecine, c'est encore plus long. Même quand on les recrute à l'université, en deuxième année d'université, c'est long. Donc aujourd'hui, nous avons 24 professeurs nommés dans les universités congolaises et qui évoluent dans les universités congolaises. Super. Madame Karine, merci. J'ai lu aussi dans votre bio que vous êtes chef de service à l'université de Lausanne. Je vais donner la parole au prof Yvon aussi. Peut-être qu'il a une question avant que je saute sur un autre sujet. D'accord, merci Patricia. Je voulais aussi saluer le professeur Karine Djoko, que j'ai découvert, comme tout le monde, sur ce travail qu'elle fait qui est formidable. J'ai vu beaucoup de visages autour d'elle, des jeunes gens qui ont bénéficié de ce bourse. Alors, la question c'est, est-ce que professeur, quelles sont les garanties de succès quand on sait que ces jeunes reviennent pour travailler dans le même système, système qui a produit l'image de l'intellectuel congolais que l'on connaît. Alors, pour imaginer un peu ça, en me basant sur mon domaine de recherche, c'est ce que vous prenez le talent pur, selon les critères que vous avez établis, ces talents sont comme des ressources, mais des ressources potentielles. Vous les transformez en capacité pour essayer de changer les choses. Parce que je comprends bien l'objectif, c'est vraiment de réformer l'éducation au Congo, de renouveler la classe enseignante, académique. Et une fois cette ressource devenue capacité, ça devient pour vous les instruments pour aller effectivement atteindre cet objectif. La question, c'est comment changer la structure qui existe depuis des décennies et qui est résistante, cette structure. Quelles sont les garanties? Est-ce que vous travaillez avec les politiques? Parce que quoi qu'on en pense, ce sont les politiques qui influencent tout mouvement, y compris celui que vous menez de façon aussi formidable. Donc, j'aimerais bien savoir les garanties de succès, peut-être à long terme, sur cet aspect-là. Merci. Merci pour la question. Effectivement, c'est une question cruciale et très pertinente. Alors, le système de l'éducation est bien installé. Vous connaissez aussi bien que moi. On en parle assez, des mauvaises valeurs, je peux dire, de corruption, aussi bien morale
que lorsqu'on délivre certains résultats, etc., une sorte comment dire, de transmission de postes entre familles, hein, c'est un peu ça. Et nous, on essaye de casser ça, bien sûr. Nous avons aujourd'hui des enfants qui sont les premiers de leur famille à avoir été à l'université. Ils n'ont ni père ni mère professeur. On en a aussi qui sont profs, hein. C'est pas ça. Nous, nos critères, nous sélectionnons des personnes qui sont jeunes, qui sont dans les 3 premiers de leur promotion. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui et non. On le voit au tableau, après. Ils peuvent être premiers sur papier, mais après, on le voit au tableau. Nous, lorsqu'on on choisit quelqu'un, ce n'est pas forcément le premier de la classe non plus. On va choisir celui qui a une flexibilité d'esprit, qui est capable de s'adapter, qui est capable de voir beaucoup plus loin que ce qu'on lui demande et qui va porter en fait tout ce projet. Donc c'est ça ce qu'on voit lors de ces interviews. Donc là, il y a déjà une sélection. Après, nous ne sélectionnons pas au hasard, c'est pour ça que nous avons 14 universités. De toute façon, on n'arrive pas au niveau capacité, donc au niveau finance et puis personnes poursuivre, on ne peut pas aller au-delà aujourd'hui. On arrive à nos limites. Mais ce que nous faisons, c'est que nous formons des clusters. C'est-à-dire qu'avoir une certaine masse critique quelque part, qui va être un noyau, qui va porter une certaine vision et peut-être à un moment donné avoir une dynamique qui permet le changement. Donc, on ne va pas prendre un étudiant par-ci, par-là, même s'il est excellent, malheureusement, pour nous, ça ne va pas être l'un des critères pour pouvoir sélectionner quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup de demandes, des gens qui me disent, oui, bon, pourquoi pas l'ISP, je ne sais pas quoi, l'IEP. Non, on choisit certaines universités avec lesquelles nous collaborons. Nous collaborons également avec les chefs de département que nous connaissons. Les recteurs d'université, ils participent, ils connaissent nos boursiers, ils savent qui a été sélectionné chez eux, combien de boursiers il y a, dans quelle faculté, parce qu'ils doivent aussi être partie prenante. Ils doivent aussi porter ça pour pouvoir les réintégrer, même si ce n'est pas facile. Mais on a une très bonne collaboration avec les chefs de département. Lorsqu'il y a des tracasseries au niveau des nominations, etc., on va discuter, on dit, mais voilà, c'est le meilleur de la faculté. On ne voit pas pourquoi il ne peut pas être nommé. D'autres ont été nommés derrière lui, ce n'est pas possible. Voilà, on discute. Donc, on est en relation avec les autorités académiques. On est aussi en relation avec les politiques. Malheureusement, je peux le dire, hein, vraiment malheureusement, tous les ministres successifs de l'enseignement supérieur, voilà, ils m'ont tapé dans le dos, bonjour madame, félicitations, formidable ce que vous faites. Et toutes les propositions qui ont été emmenées n'ont pas été considérées. Donc voilà, on continue. Madame Catherine, est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, je ne connais pas les raisons exactes pour lesquelles les ministres ne s'impliquent pas plus souvent en fait dans ce genre de programme, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce soit peut-être un problème de budget? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans leur budget à eux, au ministère de l'enseignement supérieur, un budget, par exemple, qui serait dédié à soutenir les programmes comme le vôtre? Est-ce que vous avez posé la question juste Oui, écoutez, alors, ça, j'ai parlé de l'enseignement supérieur. Hein. J'ai vu plusieurs ministres, hein, j'ai vu plusieurs. Alors, aujourd'hui, je peux dire, là où nous avons trouvé une compréhension
Et un écho, c'est au ministère du Plan. Ok. Et pourquoi le ministère du Plan? Ça, je ne vois pas trop le rapport avec… Le ministère du Plan, c'est à travers le Sénarec, qui est le Secrétariat national de renforcement de capacité, qui est en fait une entité du ministère du Plan. Et là, le Sénarec on a regardé ensemble, dans le Sénarec porte ce qu'on appelle le PRONAREC. C'est le plan national de développement, d'accord, pour le pays. Et dans ce plan national, il y a tout ce qui est renforcement de capacité. Et donc, notre projet en fait, est en ligne directe avec ce PRONAREC, de deuxième génération. Donc, avec le Sénarec, nous avons établi maintenant une très bonne relation et nous avons même signé une convention de collaboration avec le Sénarec. Donc, nous avons déjà établi plusieurs choses et plusieurs plans d'action. Et ça, c'est supporté par le ministère du Plan. Et là, je ne sais pas si c'est parce que ce sont des dames, c'était des dames entre Madame Élisée Mounembwe et Madame Judith aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ce sont les dames, mais en tout cas, j'ai trouvé là un écho très favorable et une compréhension, tout de suite, une compréhension de la portée de ce travail. Et ça me réjouit beaucoup. Parce que là, nous sommes dans une dynamique Spot publicitaire, désolé. Merci. Maintenant, on est dans une dynamique qui est en marche et que je trouve assez intéressante. Bon, avec le ministère de l'ESU, l'une des actions, lorsqu'il y a eu en 2020, en 2020, il y a eu à Lubumbashi les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, auxquels j'avais participé. À la suite de ça, le programme, donc BBOOK, ça s'appelle BBOOK, Bourse d'excellence Grumman aux universités congolaises, a été introduit dans les résolutions des États généraux comme l'un des programmes qui, en tout cas, donne une solution pour la relève académique au Congo. Donc ça a été entériné par le Conseil des ministres l'année d'après, au mois d'octobre. Donc c'est inscrit là. Donc c'est déjà une bonne chose d'inscrit. Donc on peut toujours s'y référer pour dire que c'est inscrit. Mais après ça, voilà. Mais au ministère du Plan, j'ai vraiment une très bonne confiance, non seulement les ministres, mais également les coordonnateurs successifs du Sénarec, que j'ai vraiment trouvé des personnes très bien, avec une certaine compréhension également des enjeux. Merci. Je vais donc donner la parole. En fait, dans notre format du dialogue avec, on a quand même des correspondants. Aujourd'hui, on n'a que le professeur Alfred Chango qui va nous donner un peu des nouvelles de Paris, histoire de reprendre un peu le souffle pour les autres. Donc, prof, on vous écoute. Bien. Merci, Patricia. Alors, il y a deux nouvelles, mais dont on a déjà parlé et qui continuent à défrayer la chronique ici en France. Le premier point, c'est la suite des propos de Macron sur l'envoi des troupes au sol en Ukraine et l'accord bilatéral signé entre la France et l'Ukraine pour 10 ans. Hier, il a fait une explication des textes télévisuels pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cet accord et puis les désaccords qu'il y a eu avec des partenaires de la France qui se sont sentis un peu pris au dépourvu par Macron lorsqu'il avait lancé cette idée de troupes au sol. Et donc, il est revenu là-dessus. Il a maintenu son idée
mais il a apporté quelques précisions. L'une des premières précisions, c'est de dire que la France est un pays de paix, mais la paix appelle toujours qu'on se prépare à ce qui peut arriver après à la guerre, par exemple. Ça, c'est un. Le deuxième point sur lequel il a beaucoup insisté, c'est en disant, pour avoir la paix, il ne faut pas être faible. Par conséquent, si on ne veut pas qu'à être faible, c'est accepter déjà la défaite. Et lui, il n'est pas dans cette logique-là. Et donc, le deuxième point sur lequel il a beaucoup insisté, c'est sur la question de la sécurité, en disant la sécurité de l'Europe et de la France se trouve aujourd'hui en Ukraine. Et que donc, les Européens, que la France, ont intérêt justement à faire que cette sécurité-là ait lieu en Ukraine. Et le mantra qu'il a lancé, c'est de dire tout simplement que, la Russie ne doit pas gagner, car si la Russie gagnait cette guerre-là, c'en serait fini de la sécurité de l'Europe. Il a martelé cette idée aujourd'hui à la réunion de Weimar qui a rassemblé le chancelier allemand et le premier ministre polonais Tusk, pour dire effectivement qu'il marche main dans la main dans le soutien indéfectible à l'Ukraine en termes d'apport d'armement. Alors, le troisième point le plus important sur lequel, enfin important, disons, qui détend un peu cette situation, c'est encore et toujours le problème de Aya Nakamura, pressenti pour chanter Piaf aux Jeux Olympiques. On a entendu le président du Parlement s'inquiéter, disant qu'elle ne représente pas la France. Et il y a des journalistes qui lui ont répondu très simplement en disant bon, le président du Parlement, du Sénat, est un peu ignorant de la chanson française. Ils lui ont rappelé Pierre Perret, disant mais est-ce qu'il n'a jamais entendu Pierre Perret chanter Le Petit Zizi? Ça, c'est un. Mais oui. Deux, il y a des linguistes qui sont venus au secours d'Aya Nakamura, qui ont dit mais enfin, mais la langue française a toujours évolué par le métissage de différents parlers, de différents langages, et que par ailleurs, Édith Piaf consacralise, mais elle est kabyle par sa grand-mère maternelle, elle est kabyle, et que ceux qui disent aujourd'hui qu'Aya Nakamura ne peut pas chanter, ils sont dans l'ignorance de l'histoire justement d'Édith Piaf, et que donc par conséquent il faut laisser à Aya Nakamura le soin de chanter. En même temps, il y a aussi les avocats d'Aya Nakamura qui poursuivent ces groupes identitaires qui l'ont attaqué. Voilà un peu les quelques informations qu'on peut fournir. Enfin, en dernier point, mais il y a les tirages des Coupes d'Europe qui mobilisent aussi l'attention de tout le monde, et les matchs qui vont avoir lieu entre Paris Saint-Germain et Barcelone, et puis de l'autre côté, Benfica et l'Olympique de Marseille. Voilà un peu l'actualité légère de la France aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. C'est très intéressant. Pour revenir vers vous, professeur Karine, vous avez mentionné tout à l'heure que vous êtes membre actif du think tank High Level Group for Africa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Et think tank, on en entend beaucoup parler comme ça, c'est un grand mot. Je suis moi-même membre actif d'un think tank Finance et Réforme. Mais il y a tellement de membres que des fois quand on partage et qu'il n'y a pas de section en fait bien départagée, on ne sait plus trop qui fait quoi. Donc premièrement, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi consiste le think tank et quel est votre rapport à ce think tank précisément. Alors, moi, j'ai été sollicitée en fait par le secrétaire de ce think tank à devenir membre.
parce qu'il a vu ce que je faisais, en tout cas dans le domaine de l'éducation en RDC et de la science. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, il y a 7 think tanks et le think tank dont je suis membre se focalise sur le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Dans ce think tank, il y a des grands patrons d'industrie européenne. Il y a aussi des ambassadeurs, il y a des personnes de certains gouvernements, de départements des finances, etc. Et toutes ces personnes veulent investir en Afrique. Okay. C'est nous-mêmes qui ne voyons toujours pas le potentiel de notre continent. Exact. Mais je peux vous dire, il y a voilà, Volvo, Siemens, voilà, vraiment des grands groupes qui veulent investir en Europe, en Afrique, pardon, et qui veulent aussi comprendre l'Afrique d'aujourd'hui. Et qui veulent aussi emmener une vision à l'Union européenne qui soit nouvelle et qui ne soit plus cette vision colonialiste. Parce que pour, en tout cas, les grands patrons, cette vision colonialiste et ces tiraillements que l'Afrique a aujourd'hui avec l'Europe, il faut le dire, notamment avec la France, ça empêche aussi des grands patrons de s'installer en Afrique. Parce qu'il y a ce rejet, surtout des Français, en Afrique. Et voilà, non seulement c'est un peu un imbroglio dans le sens où nous avons besoin d'investissement en Afrique, nous en avons besoin. Quand on voit en RDC, le gouvernement ne met pas forcément à disposition des fonds d'investissement pour les jeunes, par exemple. Si un groupe, je veux dire de finance, ou une banque suisse vient s'installer pour pouvoir donner des crédits, etc., aux jeunes entrepreneurs, ben, ça va pouvoir booster l'économie, vous voyez. Donc, ils ont besoin, nous avons besoin d'investissement. D'un autre côté, il y a un certain rejet de l'Europe, de la France. D'un autre côté, il y a la Chine, qui a pris beaucoup d'ampleur en Europe, en Afrique. Et d'un autre côté, il y a les Américains qui veulent quand même revenir en Afrique en force, et surtout au Congo. Vous voyez. Donc, l'Europe a besoin de se positionner. Elle a besoin de se repositionner autrement. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de tiraillements. Donc, il y a des Africains qui sont emmenés dans ce groupe pour leur montrer cette Afrique aujourd'hui et ce dont cette Afrique a besoin. C'est-à-dire, moi, ce que j'emmène, c'est en leur disant, ben voilà, il y a 65%, ou c'est 68%, je ne sais plus même, 68% de jeunes en Afrique, en RDC, 68%. Voilà. Et ces jeunes n'ont pas d'emploi, ne sont pas éduqués, enfin, ils sont éduqués, mais mal éduqués, et ont besoin de financement. Il y a des entrepreneurs, ils ont besoin de financement. Donc, vous avez quelque chose à emmener, mais il faut comprendre cette jeunesse. Il faut la comprendre aujourd'hui. Et si vous venez avec votre paternalisme, si vous venez avec votre esprit colonial et si vous venez avec votre esprit de direction et de vos valeurs à vous qui ne sont pas des valeurs africaines, non, ça ne va pas marcher. Madame Karine, en fait, ouais, je comprends bien ça, je comprends ça très bien, mais je me dis que quand l'Européen arrive en tant qu'investisseur en Afrique, parlons du Congo par exemple, il vient avec son argent, ses fonds,
il trouve devant lui certainement un système qui est déjà en place, avec lequel il va devoir gérer un petit peu cette coordination-là, donc ce rapport-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le premier obstacle, ce n'est même pas le paternalisme ou bien en fait, leur esprit, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que le premier obstacle, ce serait peut-être déjà notre système à nous qui est en place, qui fait qu'on bloque à un niveau où ça devrait être facile pour eux d'arriver et de même pas se poser la question du paternalisme, parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels les investisseurs investissent et ils ne sont pas confrontés à ce genre de situation. Ils viennent peut-être avec cet esprit-là, mais dès qu'ils arrivent dans le pays, ça descend directement parce qu'ils voient devant eux des personnes qui sont complètement indépendants dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de penser et de leur façon de gouverner leur pays. Est-ce que ce ne serait pas un problème de système au Congo plutôt qu'un problème de paternalisme des Occidentaux? Non, oui, c'est tout à fait pertinent la question. Mais le paternalisme vient aussi du fait qu'ils pensent que nous sommes incapables de nous occuper de notre politique. C'est ça aussi le paternalisme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des directives qui sont données pour soutenir tel président ou soutenir tel parti, ça c'est aussi du paternalisme, c'est s'occuper de la politique africaine. Et c'est ce qui est beaucoup reproché à la France actuellement. Donc, à un moment donné, nous sommes capables de nous en occuper nous-mêmes. Et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire, d'un autre côté, il y a ça. L'autre côté aussi, c'est toujours de mettre la gouvernance en premier lieu, en disant, il n'y a pas de gouvernance, donc on ne peut pas investir, on ne peut pas investir. Si on fait ça, l'Afrique meurt. Je veux dire, moi, si j'avais dit, il n'y a pas de gouvernance au Congo, il n'y a pas de gouvernance, non, je ne vais pas m'impliquer, C'est juste. Et surtout, moi, ce que je leur dis aussi, c'est que l'Europe, bien sûr, ils veulent traiter de gouvernement à gouvernement. C'est clair. Mais moi, je leur dis, en Afrique aujourd'hui, les gouvernements, voilà, on sait ce que c'est, mais il y a les gens. Le peuple. Lorsque vous descendez, vous allez voir des gens qui travaillent. Vous allez voir des gens qui ont du succès. Vous allez voir des gens qui sont prêts à s'investir. C'est là où il faut aller. Ce n'est pas forcément les gouvernements. Super. Et c'est ces gens-là, lorsqu'ils seront soutenus, c'est ces gens-là qui vont pouvoir changer leur gouvernement. C'est juste. Donc, c'est un peu, voilà, c'est ce que j'apporte, en tout cas, dans ces discussions. Et ce que nous faisons, c'est que dans différents secteurs, que ce soit les finances, que ce soit l'éducation, la santé, les ressources naturelles, on écrit ce qu'on appelle des papiers qu'on soumet à l'Union européenne avec nos discussions, nos recommandations qui suivent ou qui ne suivent pas, mais en tout cas, les recommandations sont données. En tout cas, c'est pris en compte, j'espère. Ce n'est pas forcément pris en compte, mais en tout cas, c'est donné. Et là-dedans, voilà, moi, je suis de la RDC, mais il y a d'autres Nigérians, Sud-Africains, etc. Et souvent, les Nigérians ont même un discours beaucoup plus offensif que nous, où ils vont parler directement de racisme, les taxer de racistes. Moi, je parle de paternalisme, mais le Nigérian, il va parler de racisme. Point, c'est tout. Très bien. Donc, c'est beaucoup plus offensif. Merci, Madame Karine. Le prof Yvon, vous avez une question ou un commentaire? Le commentaire, c'est que je suis d'accord avec l'idée de voir ce que le peuple, les citoyens, hein, pour ne pas parler du peuple, qui est un peu très englobant, les citoyens, qui sont une ressource. Je reviens encore sur la notion de ressources, parce qu'ici,
les difficultés qu'on a au niveau politique sont à mettre sur le compte de la volonté politique. Et ça nous ramène aux acteurs qui gèrent la politique. Quelles sont leurs préférences? Donc, on va regarder les préférences des individus qui gouvernent, mais qui sont aussi confrontés à la structure systémique. Vous parlez de l'Union européenne, de toute la communauté internationale, qui ont leurs préférences à eux. Et quand ils viennent investir, tout est guidé par ces préférences et ces intérêts. Donc, aller vers les citoyens, c'est utiliser un peu quelques espaces qui s'offrent en quelque sorte à la société civile, parce que vous faites ce travail comme société civile, et ça, c'est très important. Alors, moi, la question serait de savoir, est-ce que vous avez le sentiment que ça marche quand même? Parce que bousculer le système, ce n'est pas chose facile. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes dans la bonne direction? Pour maintenant prolonger un peu avec la question de notre auditeur, est-ce que changer le système carrément ne serait pas la meilleure solution? Et là, ce n'est pas à vous de changer, mais peut-être dans parce que vous avez une position privilégiée. De par votre travail, ça vous donne accès à des portes que tout le monde n'a pas en tout cas. Est-ce que vous pensez que votre position pourrait à un moment donné faciliter ce mouvement de changer le système? On change de système comment? Par des réformes. Est-ce que vous avez dans votre gibecière des projets de changer des réformes par des lois, parce que vous faites un travail de conseil en quelque sorte. Bon, question très ambitieuse, professeur. C'est pas moi qui veux changer, mais c'est les personnes autour de moi qui vont les changer. Moi, je vais être obsolète dans quelques temps. Je ne suis pas éternelle. Je vais être obsolète dans quelques temps. J'essaie déjà de comprendre l'intelligence artificielle. Donc, je vais être obsolète dans quelques temps. Et les jeunes sont là. Mais ces jeunes, il faut les accompagner, il faut les éduquer, il faut leur donner les opportunités. Et voilà. Et c'est eux qui vont pouvoir changer les choses. Moi, je le vois, il y a des jeunes à petite échelle, mais petite échelle par petite échelle, les choses peuvent changer. Tout simplement dans les lois, par exemple, pour que les gens puissent comprendre les lois. J'ai un jeune qui est en droit, qui est de l'université de Kikwit. Il est en train de traduire en fait le code de la famille en Kikongo pour que les gens puissent comprendre. Donc il y a des initiatives comme ça. Parce que voilà, sinon on vient leur parler en français, on vient leur parler, les gens ne peuvent pas appréhender ça. Absolument. Vous voyez? Donc, moi, je pense toujours que donner du soin aux gens permettra à ce que ces gens puissent après se mettre debout et puissent agir. Aujourd'hui, on est seulement en train de parler, on parle, on dit aux gens agissez, agissez. Mais qu'est-ce qu'on leur donne pour qu'ils puissent agir? Qu'est-ce qu'on leur donne? Ils ne pourront agir que si on leur donne quelque chose. Et c'est leur apporter du soin. Parce que quand je parle de soin, ça veut dire quoi? Même parmi les boursiers, notre société congolaise est déstructurée. Je suis désolée. C'est dur. Hein? Tout à fait. Je veux dire, toute cette violence, on parle de la violence à l'Est. Mais il n'y a pas que la violence à l'Est. La violence, elle est quotidienne. À Kinshasa, elle est quotidienne, la violence. Les familles sont déstructurées, les familles, les parents sont fatigués, ils n'arrivent plus à éduquer les enfants, il n'y a plus l'éducation familiale, il n'y a plus l'éducation de base. Donc, ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Moi, je veux dire, les jeunes qui sont dans le programme, mais ils sont tellement contents d'écrire « j'ai réussi », et il faut que je félicite. Il faut que je dise quelque chose. Il faut que je tape dans le dos. Vas-y, continue. Parce que les parents n'ont même pas
plus même cette force de le faire. C'est compliqué. Je veux dire, on avait à Mbujimaï un jeune qui est arrivé complètement hagard. Il ne savait plus où était sa famille. Parce qu'avec le Caminant de Sapou, toute la famille est portée disparue. Il se retrouve seul. Comment voulez-vous construire une vie quand vous êtes dans cet arrachement et complètement démuni? C'est compliqué. Madame, il faut mettre les gens debout. Merci. Vous faites bien de tomber sur la famille. J'ai lu aussi dans votre bio que vous êtes épouse, vous êtes mère. Et juste une question comme ça, en tant que femme, quelle serait la valeur en fait la plus importante que vous inculquez à vos enfants? Celle avec qui ils pourraient naviguer dans la vie. Alors, merci pour la question. Alors, je souris parce que en fait, moi, je viens d'une famille de filles. Nous sommes 5 filles. Avec maman, ça fait 6. Et nous n'avons eu que des garçons. Oh. Il y a une seule fille qui a 4 ans. Donc, que des garçons. Donc, on a dû s'habituer à ces garçons et pouvoir les éduquer. Et il est fondamental pour nous, pour moi et mes sœurs, d'éduquer ces garçons dans le respect de la femme. Pas seulement de la mère ou de la grand-mère, mais de la femme en général. En considérant la femme comme un être humain comme eux, qui a des envies comme eux, qui a des ambitions comme eux, qui est une partenaire de vie à leur côté, mais que eux aussi doivent être aux côtés de ces femmes. Et surtout, d'être libres. Nous avons eu un papa qui nous a jamais interdit de dire ce qu'on avait à dire. Lorsqu'il y avait des invités à table, on était là et il nous posait la question, tu en penses quoi, toi, de cette conversation? Et on avait des choses à dire. À 4-5 ans, on avait des choses à dire. Donc, on a toujours dit ce qu'on voulait dire. Et la liberté d'esprit, la liberté d'agir et le respect. Voilà, ça c'est fondamental. Et après, voilà, moi mon fils, mes fils, ils feront ce qu'ils veulent dans la vie. Il n'est pas nécessaire qu'ils deviennent professeurs d'université, mais qu'ils fassent des choses, mais qu'ils le fassent avec passion, qu'ils le fassent en âme et conscience, et qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils font. Donc, je ne vais pas les diriger, je ne vais pas imposer quelque chose. Mais c'est clair que la valeur éducation, la valeur étude, surtout quand on en a la possibilité, c'est un peu dommage de négliger. Absolument. Donc, il faut quand même avoir un bagage, mais qu'ils se sentent libres de pouvoir agir et penser. Voilà. Merci, Prof Alfred. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Alors, mais c'est formidable ce que Karine vient de dire. Ben voilà, une famille de filles et puis que des garçons, ça c'est intéressant d'une part, et en termes d'éducation. Et si on pouvait élargir ça effectivement à la RD Congo, on s'aperçoit effectivement que c'est ça qui manque beaucoup dans notre pays, c'est-à-dire les enfants de notre pays ont envie, ont besoin d'étudier, mais le système, le cadre ne leur permet pas de
suivre des études correctes de la maternelle au supérieur, à l'université ou dans les filières courtes. Parce que justement, l'école a été déstructurée. Karine disait, les familles sont déstructurées, c'est tout à fait vrai. Et donc, on le voit chaque fois qu'on va au Congo, que partout, hein, les enfants ont envie d'aller à l'école, mais les cadres ne s'y prêtent pas. Et je pense que ça, c'est l'un des défauts, au fond, de notre système, de notre pays, qu'il faut absolument changer. Et sans vous couper, je vais vous dire une chose par rapport à ça. Parce que nous, ben voilà, on se préoccupe beaucoup justement de mettre les gens debout. Et dans notre programme, on favorise beaucoup la psychiatrie. On veut former des psychiatres parce que bon, ben, il n'y en a pas assez au Congo. Et là, on a formé un psychiatre maintenant qui a un doctorat en psychiatrie, qui est prof d'ailleurs, à l'université catholique de Bukavu. Lui, il a travaillé dans les camps de réfugiés en Ouganda. Donc là, il y avait un peu de tout. Des Ougandais, des Congolais, un peu beaucoup de monde. Et il disait, au moment où un enfant d'une famille a pu aller à l'école, toute la dynamique de la famille a changé. Ça a changé complètement la dynamique de la famille. Tout le monde était autour de cet enfant. Les activités se sont organisées autour de cet enfant parce qu'il allait à l'école. Donc, l'école a une valeur incroyable. C'est ça. Mais avec la gratuité de l'enseignement qui a été mise en place avec le président Tshisekedi, je pense que on aura de plus en plus de familles comme celle que vous venez de citer juste avant, parce que on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment cet aperçu là de. On va peut-être pas parler de la qualité de cet enseignement, mais plutôt du nombre d'enfants qui ont accès aujourd'hui à l'école primaire. Il a augmenté et aussi, comme vous venez de dire aussi, ça peut changer aussi toute l'atmosphère de la maison. Ça peut changer en fait le fait que oui, maintenant, aujourd'hui, on a des enfants qui vont à l'école, donc on peut rêver qu'ils aient un avenir meilleur. Pour revenir sur la qualité, je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas vraiment fait mes analyses là-dessus, donc je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, on a la gratuité de l'enseignement pour tous? Non, la gratuité est une très bonne chose, c'est-à-dire que voilà, les familles peuvent envisager voilà, d'envoyer les enfants à l'école, mais en même temps, moi j'entends quand même un autre son de cloche où il y a un manque à gagner des écoles. Il y a un manque à gagner. Alors, qu'est-ce que font ces écoles? On invente des taxes. Alors, des taxes pour ceci, des taxes pour, je ne sais pas, un cours spécial, etc. Donc, il y a des enfants, certains cours, ils ne peuvent pas les suivre à cause de ces taxes. Moi, j'ai vu des enfants qui n'étaient pas à l'école. Hein. Et quand j'ai posé la question, pourquoi tu n'es pas à l'école? Ah, parce que je n'ai pas payé ci, parce que je n'ai pas payé ça. Donc, il y a quand même des enfants qui ne vont pas à l'école. Parce qu'on a inventé des taxes maintenant. Et ça c'est problématique. C'est-à-dire que c'est un peu récurrent au Congo. Quand on met en place des mesures, il n'y a pas une vision globale. On met des mesures parce que c'est bien, parce que ça va faire bien, on les met, mais il n'y a pas une vision globale. Ce n'est pas pris dans la globalité. Et c'est comme ça qu'un État doit fonctionner, c'est dans la globalité. Et c'est un peu ça qui est dommage avec la gratuité, mais la gratuité est une très bonne chose. D'ailleurs, un pays comme le Congo, aussi riche que le Congo, on devait avoir tout gratuit. La santé, l'éducation, oui. C'est vrai, ça devrait être gratuit jusqu'à l'université au moins. Qu'est-ce que vous en pensez, oui. Prof Mouya? La gratuité, oui, c'est vrai.
Ben, on est riche potentiellement. C'est peut-être la précision qu'il faut apporter. Il faut traduire ces potentiels de richesse en capacité qui pourraient tout changer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous interrogez notre budget, vous verrez qu'il est financé à moitié par la dette extérieure. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais cela dit, ces genres de mesures, il faut les encourager. Ça sort quand même, pour parler des filles et des femmes de façon générale, c'est une contribution à mettre fin à ce que moi j'ai appelé une forme de violence faite à la femme. J'ai partagé dans le cadre du mois ici ma communication sur cette question que j'avais faite en marge du congrès de Mukwege à l'Université de Liège, vous vous en souvenez, sur la violence faite aux femmes. Alors, c'était l'idée de montrer que l'identité collective dont tout le monde parle, l'identité nationale, alors, lorsqu'on coupe un doigt, on n'est plus la totalité de son identité. Or, la femme, ça peut être un doigt, tout comme un homme. Alors, je montrais que la femme devrait être envisagée comme un être humain à part entière, comme tout le monde. Alors, lorsqu'on traite les femmes, donc les filles, parce que ça commence par le bas âge, comme une partie de soi, alors on prend soin de tout son corps pour être en bonne santé. C'est une mécanique médicale, tout simplement. Alors, toutes les politiques qui ont été faites, évidemment, avec toute la charge culturelle qu'on a, nous, on a grandi dans une société où les parents qui ont peu de moyens vont favoriser les garçons. Voilà, mon garçon peut devenir quelqu'un demain, mais la fille, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il faut briser ça. Et ça part de la politique. Donc, il faut encourager vos actions et c'est le message que vous martelez. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à envisager la gratuité jusqu'au sommet? Je crois que j'ai donné la réponse par rapport aux moyens. Nous n'avons pas les moyens d'y arriver. Le quelque peu qu'on a fait est vraiment encouragé, selon moi. Merci beaucoup. Professeur. Non, la gratuité, vous voyez, moi j'ai étudié en Suisse. C'est un pays où il n'y a pas de ressources naturelles. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce que la Suisse a, ce sont les montagnes, les glaciers et puis de l'eau. C'est déjà pas mal. Mais tout a été construit au niveau du système éducatif. C'est un système éducatif qui fonctionne. Et la première décision, en fait, de mettre en place l'école, c'était quoi? C'était, je ne sais plus maintenant quelle année, mais c'était pour que les gens puissent comprendre les votes. C'était ça. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est pour que le citoyen puisse participer à l'organisation du pays. Ça, c'était la première des choses. Pourquoi l'éducation a été instaurée, ouverte pour tout le monde, en fait, en Suisse. Ça c'est une chose. Et tout le système éducatif, aujourd'hui en Suisse, a permis à ce pays d'émerger. Voilà, il y a un fonds national de recherche où toutes les universités, enfin les universitaires, les scientifiques peuvent appliquer pour avoir des fonds de recherche. Oui, oui. Il y a 2 écoles polytechniques fédérales qui sont liées même pas au canton, mais à la confédération, et donc reçoivent de l'argent de la confédération, et qui sont prolifiques. L'école polytechnique de Zurich est parmi les 10 meilleures écoles au monde. Donc, quand on arrive en tant que professeur pour s'installer, on a 250 000 $ des frais d'installation. Pas pour sa poche, mais pour le matériel, etc. Et on vous donne déjà 2 ou 3 postes d'assistants. Et ça, c'est payé par le canton. C'est ça. Donc, tout ça, c'est pour favoriser l'éducation. Et ils vont chercher des scientifiques autour du monde pour venir chez eux, pour travailler chez eux. On leur déroule le tapis rouge. Venez travailler chez nous, il faut quitter les États-Unis, venez travailler chez nous parce qu'on a besoin de votre expertise.
Et c'est ça ce que nous devrions faire à l'heure actuelle. Étant donné que nous avons une pénurie de professeurs, la moyenne d'âge des professeurs au Congo, c'est 60 ans, hein, 62. Et pendant Covid, hein, on a perdu 300 professeurs. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Et on a environ 3000 professeurs en tout au Congo. Donc, on en a perdu 300. Donc, vous voyez, d'ici là, il y aura une pénurie de profs. Il y aura une pénurie. Il y en a déjà. Il y a des facultés qui fonctionnent sans prof permanent. Bon, je ne sais pas comment. Hein, mais ouais, ça fonctionne. Donc, on doit investir dans l'éducation, absolument. Absolument. Et l'éducation des femmes. Mais vous savez, la divinité égyptienne de l'enseignement, de l'écriture, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Et elle est vêtue d'une robe comme ça, avec une peau de léopard. Donc ça, c'est nous, ça, les Congolaises, la peau de léopard. C'est ça. Nous, on est les divinités de l'enseignement et de l'écriture. C'est chez ça, je pense, chez ça. Oui, oui. Très belle image. Très belle image. Il faut le montrer, créer de l'envie, créer une sorte de modèle pour les jeunes filles qui voient en vous ce que vous faites. Il faut le populariser, le diffuser pour que les jeunes filles voient. Parce que si le modèle, on a connu une époque où le modèle était les danseuses. Hein. Vous avez vu, je ne vais pas entrer dans les polémiques récentes, où on voit ce qui se passe avec les jeunes filles qui copient ce qu'elles voient. Donc, si le modèle, c'est ce prototype que vous décrivez, ça pourrait encourager, et je pense que ça l'est déjà parce qu'on commence à avoir des femmes députées, elles ne sont pas nombreuses, et ça va aller comme ça dans tous les secteurs de la vie de notre société. Et c'est très important, à mon avis. Donc, les modèles, c'est très important à proposer aux jeunes générations qui arrivent. Mais vous savez, à l'université de Lubumbashi, quand je suis arrivée, il y a une jeune fille dans l'auditoire qui me dit « Quoi? Je ne savais même pas que ça existait des femmes profs de chimie. » Et puis elle m'a dit « Maintenant, je vais commencer à travailler. » J'ai dit « Ok. » Parce qu'avant, c'est fou. Hein? Vous ne travailliez pas avant. Donc, elle a dit qu'elle allait commencer. Il faut juste un déclic comme ça. Hein. Parfois, il faut juste un déclic. Inspirer. Ouais, inspirer. Et on a besoin de voir des femmes qui sont excellentes dans leur domaine pour pouvoir nous pousser aussi à faire mieux, etc. dans nos domaines à nous. Peu importe en fait le domaine dans lequel vous excellez, mais l'essentiel, surtout pour les jeunes filles, c'est de voir une femme qui démontre ici qu'elle peut y arriver et elle peut atteindre des niveaux d'excellence, etc. Le professeur Yvon tout à l'heure a parlé des députés femmes. Je suis un peu réticente avec ça parce que en politique, moi, je me dis que les gens y vont pour des raisons qui sont... Il faut aller en politique. Moi, je pense qu'il faut aller en politique. Hein. Il faut oser, En fait, l'expérience d'aller en politique, c'est bien, mais est-ce que vraiment juste la politique au Congo telle qu'on la voit maintenant au Congo, est-ce que ce serait vraiment un exemple à donner aux femmes? Cette femme-ci a excellé en politique. Les femmes politiciennes que l'on voit aujourd'hui, celles qui sont vraiment compétentes dans leur domaine, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont d'autres performances à côté. Elles sont professeurs, elles sont avocates, elles ont des métiers qu'elles ont eu à faire avant de devenir députées. Mais maintenant, ce qu'on voit dans la jeunesse de celles qui se présentent aujourd'hui en tant que députées aux élections, c'est voilà, moi je veux être députée, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à part être députée? Vouloir être députée, il n'y a pas grand-chose à côté de... Je suis un peu réticente avec l'histoire de politique, mais c'est bien. Ouais. Ben, c'est ça, l'idée de participation politique. Nous sommes dans une démocratie, hein, théoriquement libérale, où les décisions se prennent par un mécanisme démocratique. On vote des lois et puis on chemine. Si on considère cette logique-là, alors
qui est très sensible à faire avancer des réformes. Par exemple, sur la question de soutien à tout ce qui concerne les femmes, ce sont les femmes elles-mêmes. Donc, il faut s'engager et participer à la décision. C'est difficile, oui, parce que les hommes occupent tout l'espace, mais il faut participer à la décision et essayer de faire bouger les choses. Sinon, les hommes vont aller dans le sens de leurs propres intérêts et ça risque d'être compliqué. Alors, oui, je suis d'accord, il faut au moins un profil. Souvent, je crois que, bon, moi-même, je suis journaliste de base. Je vois que les journalistes prennent d'assaut le secteur politique pour quoi faire. Il faut qu'il y ait des projets. Pour qu'il y ait des projets, il faut aller discuter des enjeux des femmes, mais pas seulement, des enjeux de la société. Parce que si une société est gouvernée de façon efficiente, c'est tout le monde qui en profite, y compris évidemment les femmes. Voilà. Moi, je dis aux femmes, il faut être professeur d'université. Il y aura peut-être des points sexuellement transmissibles. Ça existe aujourd'hui. Moins que ce que nous avons actuellement. Donc, allez envahir les universités pour qu'on réduise ce fléau. Enfin, c'est pas seulement la seule façon, ça c'est plutôt une blague, mais effectivement, il faut quand même être représenté dans différents secteurs. Et la femme congolaise, à mon avis, est encore beaucoup en retrait. Oui, ouais, c'est vrai. Alors, nous avons aussi quelques commentaires des internautes qui nous suivent. Alors, je vais essayer d'en lire un, là. Il y a Madame Marie-Louise Balola qui dit « La gratuité est une très bonne chose pour les enfants qui n'ont pas la chance d'être scolarisés. » Effectivement, je pense qu'on a soulevé ce point-là tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Alors, il y a une auditrice qui a demandé si la gratuité elle est fictive ou si elle est illusoire. Voilà. Et même insister sur le fait que, voilà, problème de budget ou entretien de la médiocrité dans le système, est-ce que transformation des politiques plutôt que cette problématique du budget, comme a dit un autre, voilà. C'est tous ces problèmes qu'on a évoqués finalement, et puis où il y a ces formes de distance, de critique que les auditeurs, les auditrices soulèvent. Et je pense effectivement que c'est un vrai problème en fin d'articulation. Par exemple, pour la gratuité, je ne sais pas ce que Karine en pense ou Mouya, c'est en réalité, c'est comme on dit, une bonne fausse idée. Une bonne fausse idée, dans la mesure où, c'est vrai, mais Karine l'a dit, on lance une idée consensuelle. Mais on ne met pas en place les moyens qui suivent pour la réalisation. Absolument. Et finalement, ça donne quoi? Des pratiques de contournement. Il y a des écoles où, mais on invente des taxes. Si on ne paye pas ces taxes, donc on ne va pas à l'école. Et puis surtout, les écoles de qualité et d'excellence, les écoles privées pour la plupart, qui est assurée par rapport à l'enseignement public qui a été laissé, qui est laissé à l'abandon dans notre pays. Je ne sais pas ce qu'en pense Karine. Effectivement, je veux dire, personne ne remet en cause que la gratuité de l'enseignement est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est un bon service à la société. Mais ce n'est pas un programme politique. Absolument. On en a fait un programme politique, alors ce n'est pas un programme politique, c'est un service à la société. Tout à fait. Et si on le prend comme service à la société, pour un pays riche, je dirais, normal d'avoir une gratuité de l'enseignement. À ce moment-là, il faut vraiment que ça soit effectif. Il faut que ça ne soit pas comment dire, accessible pour un petit nombre, mais en tout cas pour la majorité. C'est là où le hic est. C'est que
il faut qu'une majorité d'enfants qui puissent en bénéficier. Et surtout, il ne faut pas qu'on arrive non plus à un système à deux vitesses. Bon, on a déjà le système à deux vitesses, hein, c'est clair. Mais il ne faut pas que ça ne s'accentue avec des bonnes écoles privées et des personnes qui ont les moyens d'y aller et des très mauvaises écoles publiques où tout le monde peut aller. C'est là où le fossé peut se créer et avoir cette fracture dans la société et puis des gaps au niveau de l'éducation et de l'apprentissage. Oui. Donc, merci beaucoup, Madame Karine. J'ai également lu sur votre bio que vous êtes très sportive et une excellente pianiste. Je sais pas. Vraiment, c'est tellement de choses positives en une personne. Vraiment, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Mais vous savez pourquoi je suis sportive? Dites-moi. Bah, tout simplement, j'ai des parents formidables. Bon, mon papa est décédé, mais ma maman est toujours là. J'étais asthmatique. Donc, quand je suis née au Congo, j'ai failli mourir, en fait. J'ai vraiment failli mourir. J'étais asthmatique. Ma maman m'a fait l'école la première année. J'étais tout le temps à l'hôpital. C'est ma maman qui m'a fait l'école. J'étais pas à l'école, j'allais pas à l'école. Et en étant asthmatique, ils se sont dit, bon, non, mais il faut qu'elle développe ses poumons. Elle a déjà une capacité respiratoire qui est réduite, mais il faut développer ce qui reste. Oui, donc ils m'ont mis à faire de l'athlétisme, de la gym, et j'ai toujours continué, en fait. Et là, j'ai un mari qui est très sportif, donc je dois suivre. Je dois suivre, c'est tout. Je suis. Très bonne motivation. Alors, et puis le piano, vous savez, bon, le piano, pourquoi j'ai commencé le piano? Parce que tout simplement, j'étais à l'internat. J'étais à l'internat et je ne supportais pas de rester enfermée. Donc, j'ai pris des cours de piano à l'extérieur de l'internat. Comme ça, je pouvais aller le mercredi. Je pouvais aller prendre mes cours de piano. Et c'est comme ça que j'ai commencé le piano, bon, assez tard, à 12 ans, mais que je continue jusqu'aujourd'hui. Et mes parents, voyant que j'aimais le piano, c'est ça les parents, il faut vraiment être attentif aux enfants. Et moi, j'ai eu des parents vraiment formidables. Bon, ils ont fait aussi leurs erreurs, hein, comme tous parents. Mais voyant que j'étais vraiment très intéressée par le piano, ils ont acheté un piano. Donc ils ont acheté un piano, ils m'ont acheté un piano, et puis après, ma petite sœur a commencé aussi le piano. Donc, ils en ont acheté un. Ouais. Donc, ils ont toujours essayé de développer ce qu'on aimait. De se dire, ah ben voilà, là, celle-ci, elle a des déficiences ici, on va faire ça. Celle-ci a des déficiences là, on va faire ça. Celle-ci aime ceci, on va essayer de faire ça. Donc, vraiment très attentif. Merci beaucoup. Alors, on a un internaute qui s'appelle Elias Esquer qui dit, en tant que neveu, le plaisir qu'elle est Mon neveu. C'est très bien, ils nous suivent, c'est excellent. Ben, on va devoir bientôt clôturer. J'ai vraiment adoré discuter avec vous, échanger avec le professeur Yvon, professeur Alfred, comme d'habitude. Vraiment, merci beaucoup. Une dernière question à Madame Karine. Si vous étiez une citation, laquelle seriez-vous? Citation. Il y en a tellement. Mais j'en prendrai deux, si vous permettez. J'en prendrai deux. Alors, deux, d'une écrivaine que j'adore, parce que je la cite tout le temps, c'est Maya Angelou.
Maya Angelou, qui était une activiste noire américaine, qui a aussi eu sa période très africaine, qui a fait vraiment bouger les lignes. Elle était aussi très mal partie dans la vie, mais elle a vraiment fait bouger les choses et j'adore. Elle a une citation qui dit si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Mais si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude. Magnifique. Et puis l'autre, c'est de qui? Je ne sais pas de qui c'est en fait. Je crois que c'est aussi elle. Essayez d'être un rayon de soleil ou un rainbow. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel dans la vie de quelqu'un. Absolument. Absolument. Et j'essaye. En tout cas, c'est vraiment la meilleure citation pour clôturer. Vous êtes un rayon de soleil, je suis certaine, dans la vie de plusieurs. Merci. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre temps. Merci au professeur Yvan Mouya, merci au professeur Alfred Chango. Vraiment, c'était un plaisir de partager cette heure avec vous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous ont suivis à travers YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Nous aurons la diffusion de cette émission ici le samedi à partir de 14 h. Donc, vous pouvez suivre encore une fois Madame Karine, le professeur Karine Djoko, et pour réécouter, etc. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt.